Je vous propose une première vidéo sur le chapitre de physique numéro 8, sur les transferts thermiques d'énergie. Je ne m'étends pas tellement sur le petit 1 et le grand 1 qui ne doit pas vous poser de problème, il s'agit de vocabulaire. Vous devez distinguer le système que l'on étudie de l'extérieur, qui n'en fait pas partie. Le système est constitué d'un très grand nombre d'entités chimiques, qui peuvent être des atomes, des molécules ou des ions, ce qui n'appartient pas au système, donc c'est l'extérieur. Comme le nombre d'entités est très grand, pour le dénombrer, on utilise plutôt la quantité de matière qui fait intervenir le nombre d'Avogadro. Donc le nombre d'Avogadro vaut 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1, donc c'est-à-dire que dans une mol, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités identiques. Cette constante est à connaître par cœur. On ne vous la donnera pas nécessairement dans un énoncé de type bac. Et vous devez connaître une formule qu'on a déjà vue en début d'année sur le formulaire de chimie. Donc la quantité de matière petit n est égale au nombre d'entités grand N divisé par la constante d'Avogadro. Petit n est en mol, grand N n'a pas d'unité, le nombre d'Avogadro est en mol moins 1. Attention à vos écritures quand vous utilisez cette formule, on ne doit pas confondre le n minuscule et le n majuscule. J'insiste davantage sur la deuxième partie qui est importante dans le chapitre, qui parle d'énergie interne. Donc l'énergie interne est une forme d'énergie d'un système. Vous en connaissez d'autres, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur. Celle-ci est liée à la température. Donc, au niveau microscopique, la température, c'est une grandeur L macroscopique, on peut la mesurer avec un instrument de mesure, un thermomètre par exemple, qui est liée à l'agitation des particules. Plus les entités dans un système vont se déplacer à grande vitesse, plus la température du système sera élevée. Prenez comme analogie vos mains que vous frotteriez l'une contre l'autre. Plus vous allez frotter vos mains vite l'une contre l'autre, plus vos mains vont s'échauffer. Donc si on fait le lien entre l'aspect microscopique et macroscopique, donc au niveau microscopique, l'agitation des particules va avoir une conséquence au niveau macroscopique qui va être celle d'une augmentation de la température, que je note avec un T majuscule puisqu'on sait qu'on va travailler sur la température absolue en Kelvin, et cela va également augmenter l'énergie interne d'un système. Donc, plus les entités d'un système se déplacent rapidement, plus la température mesurée au niveau microscopique de ce système est élevée, et plus l'énergie interne de ce système va être grande. Ça, ce sont deux points qualitatifs qu'il faut retenir impérativement. Au niveau plus quantitatif, c'est-à-dire pour les formules à retenir. Donc vous avez compris que plus la température d'un système est élevée, plus son énergie interne va être grande. Il y a un lien entre la variation de température d'un système et son énergie interne. Donc vous devez connaître la formule qui est en haut de la page 2, donc delta U, qui représente la variation d'énergie interne en joules, est égale à C, un C majuscule, qui multiplie la variation de température. Je reviens après sur la deuxième formule. Donc dans cette formule, delta U, la variation d'énergie interne, c'est l'énergie du système dans son état final, moins l'énergie dans un état initial. Le C en majuscule ici représente la capacité thermique, qui s'exprime en joules par Kelvin, joule Kelvin moins 1. Cette grandeur, a priori, est fournie dans les énoncés, à moins que l'objectif soit de la déterminer. Et le delta T représente la variation de température, donc température finale moins initiale. Vous pouvez exprimer cette température en Kelvin ou en degrés Celsius. Je vais vous montrer dans l'application, dans l'exemple qui suit, que en variation, un écart de température aura la même valeur en Kelvin ou en degrés Celsius. Il y a une autre formule qui fait toujours intervenir la variation de température, et on multiplie cette variation par petit m, la masse du système qui doit être en kilogrammes, et un petit c, donc encore une fois attention à bien distinguer minuscule et majuscule, qui s'appelle capacité thermique massive du système. Là aussi, normalement, cette grandeur est fournie dans les données, et elle s'exprime en joules, Kelvin moins 1, kilogramme moins 1. Donc attention, les deux formules sont utilisables, permettent toutes les deux de calculer la variation d'énergie interne, mais suivant les données dont vous disposez, donc si on vous donne la capacité thermique en joules Kelvin moins 1, on utilise la première formule. Si on vous donne la capacité thermique massique en joules Kelvin moins 1, kilogramme moins 1 et la masse du système, il faut bien sûr utiliser la deuxième. J'ai ajouté en dessous quelques valeurs de capacité thermique, elles ne sont pas à connaître, alors que bien sûr, la formule du dessus est à connaître avec les significations, les unités des différents termes. Donc je ne m'étale pas sur ces exemples, vous les lisez, ne sont pas mémorisés, mais je vais m'en resservir tout de suite, puisque je vous propose dans l'exemple qui termine cette partie grand 1, de calculer la variation d'énergie interne d'une pièce de monnaie de 20 centimes d'euros. Initialement, la pièce est à température ambiante, et on la place ensuite dans une casserole d'eau bouillante. Alors, les données sont celles qui sont écrites au-dessus. Je vois que j'ai donné les capacités thermiques en joules Kelvin moins 1, donc j'utilise la première formule qui était fournie. Cet exemple nécessite de réfléchir aux données chiffrées qui sont à utiliser, puisqu'elles ne sont pas clairement explicitées
cité dans l'intitulé de la question. Première chose, donc j'ai dit que je travaillais sur la capacité thermique, c'est majuscule. Il faut bien réfléchir au fait qu'il s'agit d'une pièce de centimes d'euros, c'est fait en cuivre. Donc je prends ici la capacité thermique du cuivre, 2,12 joules Kelvin-1. Ensuite, pour la variation de température, delta T, température finale moins température initiale, bien, je réfléchis à la transformation subie de la pièce. Initialement, la pièce de 20 centimes est à température ambiante. Je prends pour la température ambiante une température de 20 degrés Celsius. On aurait pu prendre 25, la réponse aurait été acceptée aussi. En revanche, quelqu'un qui proposerait 0 degrés Celsius ou 70 degrés Celsius pour une température ambiante, là ça n'a plus de sens. Je convertis cette température en degrés Celsius en Kelvin. J'ajoute donc 273. Pour la température finale, on a placé la pièce dans une casserole d'eau bouillante. Donc la température finale est de 100 degrés Celsius. De la même façon, je repasse en Kelvin en ajoutant 273. Et vous constatez une chose, c'est que le plus 273 étant présent dans les deux termes entre parenthèses, il va se simplifier. Et donc finalement, l'écart de température en Kelvin est le même que celui en degrés Celsius. Et on trouve donc 80 Kelvin ou 80 degrés Celsius d'écart de température. Attention, je n'ai pas dit qu'une température, qu'elle soit exprimée en Kelvin ou en degrés Celsius, était la même. J'ai dit qu'un écart, donc il y a une soustraction entre deux températures, exprimée en degrés Celsius ou en Kelvin, ce sera équivalent. Vous vérifierez que l'application numérique donne 170 joules. Donc, pour récapituler, dans le début de ce chapitre que vous devez travailler pour la fin de semaine, vous devez connaître la définition d'un système fermé. Vous devez connaître par cœur la valeur du nombre d'Avogadro, ainsi que la formule reliant quantité de matière et nombre d'entités. Vous devez connaître le lien entre température, énergie interne et agitation particulière. Vous devez connaître cette formule, ces deux formules, et puis le reste, ce sont des illustrations, ce sont des calculs que vous devez être capable de faire, et les données de capacité thermique étant bien sûr fournies.